IDFM Radio Anguin 98, de la bande FM, on se retrouve très peu de temps après le premier livre dont nous avons parlé début juillet de Leila Del Monte qui s'appelait Voyage initiatique avec les chats. Finalement, nous avons décidé de nous retrouver une seconde fois pour parler des animaux, leur chemin vers l'autre monde. Leila, bonjour. C'est un livre qui a pas mal d'années, non? Oui. Je ne me rappelle plus combien, mais ça fait un moment. Ça fait un moment. C'est un gros livre. Hein, c'est le paquet. Qui parle de la mort de nos animaux, de ce qu'ils deviennent après, et de tout un tas de questions qu'on peut se poser. Et c'est un livre assez complet. Alors, les questions principales auxquelles je voulais répondre, c'est que j'ai vraiment voulu faire ce livre pour les personnes en deuil et même avant le deuil. Donc on va commencer par avant le deuil, on va aller en ordre chronologique. Donc la question principale que les personnes se posent, c'est est-ce que mon animal est prêt à partir? Comment je dois faire? Est-ce que je dois faire l'euthanasie ou pas? Ça, c'est vraiment les questions principales. J'ai vraiment voulu écrire ce livre parce que j'ai côtoyé tellement de personnes qui sont des gens qui m'appellent, des gens qui sont dans mes séminaires, tout le temps. C'est la question qui revient tout le temps et qui est très importante parce qu'elle permet d'éviter tout ce qui se passe après quand l'animal est parti, qui est lié à la culpabilité, à ne pas savoir, à se poser des questions, à regretter, etc. Donc la question principale, c'est est-ce que l'animal est prêt? Donc cette question, évidemment, elle vient quand c'est pas un départ abrupt comme une maladie abrupte ou un accident. Voilà, ou une tragédie. Par exemple, le livre, il ouvre avec la tragédie de l'inondation dans le Var. Ça, je me rappelle très bien. Et avec un cheval. Des chevaux. Oui, ça, je me rappelle très bien, parce que ça m'avait tellement frappé, donc ça ouvre avec ça. Mais quand c'est quelque chose d'abrupt, les gens sont obligés de l'accepter. Quand c'est pas quelque chose d'abrupt ou un accident, et l'animal est malade, il se pose la question tout le temps. Donc même ce matin même, j'avais une personne du Canada et son chien était en insuffisance rénale très très avancée et elle avait peur de le faire, l'euthanasie. Elle avait quand même pris le rendez-vous, mais elle avait peur. Et elle voulait absolument parler avec moi avant. Alors là, il y a tout un chapitre sur l'euthanasie, on n'en est pas encore là. Donc, est-il possible de détourner l'ombre de la mort et qui est-ce qui décide? Oui. C'est un chapitre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans la médecine alternative, dans les soins. Par exemple, nous, on a quand même pu, je dis nous parce que je travaille avec les êtres de lumière, on a quand même pu sauver beaucoup d'animaux qui devaient partir, selon les vétérinaires. Donc, on peut détourner dans certains cas. Il y a quand même... Parfois, on peut qualifier ça de miracle, parfois, on peut qualifier ça de beaucoup de travail et les aider à reprendre pied. Et je pense que c'est lié à l'esprit de l'animal, à l'âme. C'est-à-dire que si l'animal, il veut rester, si son âme n'est pas prête pour partir ou il ne veut pas partir, dans ces cas-là, un apport de soins ou de médecine alternative pourrait le permettre de rester. Mais si l'âme, elle est prête à partir, et la destinée fait que cet animal doit partir à ce moment-là, donc dans ces cas-là, ça ne marche pas. C'est ce que je pense, c'est une opinion. Hein. Alors, est-ce qu'un animal peut être malade et partir pour nous? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut prendre la maladie? Oui. Alors, c'est ce qu'on me pose souvent comme question. Et c'est extrêmement délicat. Je sais que beaucoup de gens affirment ça comme une vérité. Moi, jamais je voudrais affirmer ça comme une vérité. Parce que ça va nous plonger dans la culpabilité et dans l'incompréhension. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent de la façon dont l'animal vit de nos jours. Donc il y a les maladies, les toxines environnementales, la nourriture, les vaccins, la génétique. Enfin, il y a énormément de choses qui fait qu'il y a énormément de maladies de nos jours qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, je le sais parce que j'ai parlé avec beaucoup de vétérinaires. Beaucoup de cancers. Beaucoup de cancers, beaucoup de lymphomes, beaucoup de leucémies. Donc je travaille directement avec des vétérinaires. Donc je suis bien placée pour parler de ça, et des vétérinaires holistiques. Donc la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est quand j'étais en contact avec le pionnier de la médecine holistique aux États-Unis, à San Diego. J'ai beaucoup appris avec lui, c'était un vétérinaire extraordinaire. Et à l'époque, on faisait des conférences ensemble. Et lui, c'était le premier qui commençait à parler de la médecine holistique. Et pourquoi? Parce qu'il a commencé à avoir des problèmes de peau à cause des produits qu'il utilisait dans son cabinet vétérinaire. Et lui, c'était le premier qui a commencé à parler de toutes ces maladies qui commençaient à venir à l'époque. Ça fait il y a 20 ans en arrière. Qui commençaient à venir,
qu'il n'y avait pas avant, à cause de ça, des vaccins, de la nourriture et de toutes ces toxines. Donc effectivement, maintenant il y a des maladies qu'il n'y avait pas avant et il y a beaucoup de départs qui ne devraient pas être. Donc c'est pas forcément, l'animal ne part pas forcément à notre place. Non, donc je reprends sur ce thème-là. Oui. Non, il ne part pas du tout forcément à notre place. Donc ça, pour moi, c'est le terrain qui cause ça, les maladies et le problème environnemental, etc., nourriture, vaccin, etc. Pour moi, c'est le terrain. Donc c'est un terrain qui va possiblement causer une baisse d'immunité. Ensuite, il y a effectivement les choses des humains, parce que malheureusement, il y a les choses des humains qui peuvent absorber et prendre pour nous. Donc il y a les stress, il y a toutes les choses qui sont à l'intérieur des humains qui ne sont pas dites, les colères, les ressentiments, les regrets, les choses très fortes qui souvent peuvent causer des maladies justement chez les humains. Et puis souvent même les cancers par exemple, ou les problèmes de foie. Donc ces choses-là, oui, ils peuvent les absorber. Mais il y a quand même le terrain à la base. Alors s'il n'y avait pas ce terrain à la base, est-ce qu'il développerait ces maladies? On ne sait pas. Oui, donc un chien qui va faire un problème de prostate alors que son maître vient de mourir de ça, ou tout du moins avait un problème de prostate, c'est pas lié. Alors ça, c'est différent. Ça, c'est ce que j'appelle les cas, j'ai un mot pour ça, parallèles ou en similaire, les similitudes. C'est-à-dire que j'ai vu ça énormément de fois. Par exemple, quelqu'un qui devait se faire opérer du dos, aux États-Unis, je me rappellerai toujours de lui, il avait des opérations lourdes du dos et son chat avait développé des grosses problématiques de dos. Quelqu'un avec un abcès, la femme, elle avait un abcès à la cuisse, son cheval avait un abcès à la joue. Donc pour moi, c'est les choses qui se développent en parallèle. En osmose. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est différent. C'est un autre type de cas. D'accord. Donc est-ce que c'est l'animal qui choisit de partir ? Oui, alors d'après ce que j'ai appris avec les êtres de lumière, moi je répète ce qu'on m'a dit, parce que je ne sais rien, mais d'après ce que j'ai appris avec les êtres de lumière, ils disent que tout être conscient et vivant, c'est son choix de partir. Oui, c'est nous qui décidons. Oui, même certains, alors à l'intérieur de ça, j'ai pu observer que certains accidents correspondent à un choix de l'âme, mais par contre, il y a certains accidents, j'ai trouvé, qui ne sembleraient pas correspondre à un choix de l'âme. Et dans ces cas-là, il y a la possibilité pour cette âme ou cet esprit, je préfère utiliser le mot esprit, c'est moins religieux, de revenir sur Terre. C'est-à-dire que c'est des comas ils reviennent d'un coma ou... Non, il peut y avoir, d'après ce que j'ai remarqué, je ne dis pas du tout que j'ai la vérité absolue, mais j'ai vu qu'il y a certains que c'est des accidents et franchement, quand je fais les connexions avec les animaux décédés, je vois et j'entends que ça fait partie du chemin de l'âme de partir rapidement comme ça. C'est sa façon de sortir du corps, de exit. Il part vite comme ça. C'est sa façon de pouvoir aller à une autre dimension parce que c'est son moment. Par contre, j'en ai vu d'autres qu'il semblerait, d'après ce qui me paraît, que c'est vraiment des vrais accidents. Il n'aurait pas dû partir à ce moment-là. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité de retour dans un corps physique, mais pas nécessairement tout le temps avec la même personne. Alors, cette fameuse euthanasie, il y a tout un chapitre sur l'euthanasie. Oui. Alors, l'euthanasie, donc, ce qui est intéressant, alors avant qu'on en discute, ce que je veux quand même spécifier, c'est que quand j'ai écrit ce livre, j'avais beaucoup en tête, parce que j'avais beaucoup de cas de chevaux à l'époque. Et donc j'avais vraiment très en tête les euthanasies de chevaux qui étaient faites vraiment beaucoup trop tôt, à tort. Parce qu'il a mal à la jambe, allez hop, euthanasie. Parce qu'il ne peut plus faire une course, hop, euthanasie. Il ne peut plus faire le saut d'obstacle. Donc vraiment des choses très très injustes. Et donc la partie qui est contre l'euthanasie, elle est plus grande que la partie qui est pour. Mais ça ne veut pas du tout dire que je suis contre l'euthanasie, au contraire. Donc j'ai appris avec les êtres de lumière que c'est un geste de compassion et que ça les aide à partir quand il y a de la souffrance. C'est-à-dire quand ils souffrent trop, on n'a pas trop le choix. Absolument. Moi j'ai fait euthanasier 3 chiens, un chat. C'était pas très amusant. Donc, mais même les vétérinaires, vous dites dans votre livre, se posent la question de l'euthanasie. Oui, c'est très très délicat. C'est très complexe parce qu'il y a quand même beaucoup d'euthanasies qui sont faites qui ne devraient pas être faites. Et c'est-à-dire que moi j'ai fait quand même, et c'est pas du tout pour me vanter ni parler de moi, c'est une simple vérité, c'est un fait. J'ai fait quand même beaucoup de chevaux avec des colis graves que le vétérinaire était là sur place avec l'aiguille pour euthanasier. Et c'est parce que la personne sur place a supplié de donner un petit peu plus de temps, donc toujours avec le questionnement éthique,
est-ce que je peux prendre ce temps puisque mon animal souffre ou pas? Mais dans ces cas-là, ces animaux, ils ont quand même pu être sauvés. Donc oui, ils ont eu la souffrance ce court instant de temps, mais ils ont pu être sauvés grâce à cette intervention divine. Mais évidemment, la question éthique, c'est est-ce que j'ai le droit de les laisser souffrir? Donc moi, dans ma situation, elle est très délicate, parce que je leur dis, écoutez, moi je vais faire mon possible, mais je ne peux pas prendre la décision pour vous. Je dis ça aux gardiens. Je leur dis, moi je vais essayer. Mais je le dis si je sens qu'on pourrait sauver. Si je sens qu'on ne peut rien faire, je le dis tout de suite. Si je le dis tout de suite, parce que je ne veux pas que l'animal souffre. Mais vraiment des 1000 de cas où ils ont quand même pu être sauvés dans des cas où le vétérinaire était déjà sur place avec la piqûre. Surtout, c'est des cas de colique surtout. Ou d'insuffisance rénale grave chez des chats. Qu'on a pu quand même aider à vivre plus longtemps. Ouais, enfin, je sais pas, moi le mien il est parti de ça et je veux dire, il commençait à vomir du sang. Ah bah oui, mais quand c'est dans des stades comme ça, il faut les laisser partir. Ouais, je veux dire, donc on arrivera sur la culpabilité. Ah oui, oui, oui. On va arriver d'ici là-dessus, parce que même si on essayait de faire le maximum, on se dit, j'aurais peut-être pu consulter un autre vétérinaire, j'aurais peut-être pu, voilà. Oui. Donc cette culpabilité qui nous arrive, que ce soit parce qu'on l'a euthanasié, ou parce qu'il y avait un accident de voiture, ou parce que, pour maintes raisons, c'est quoi cette culpabilité? Alors là, je pense que je suis placée pour parler de ça, parce que je fais ça tous les jours. Tous les jours, je suis face à des personnes, puisque je fais des animaux décédés, qui vivent cette culpabilité. Pendant des années. Et c'est horrible, mais c'est horrible. Et moi, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est horrible, horrible. Et j'ai remarqué que même quand c'est une fin de vie, que l'animal est âgé, qu'il y ait des bourrées de métastases et qu'ils savent qu'il faut faire l'euthanasie, ils ont quand même la culpabilité après. Et après, il y a les questionnements. Il y a, est-ce que j'aurais fait, si j'avais pas fait ceci, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais dû faire ça. Et pourquoi j'ai pas fait ça? Et si j'avais vu un autre vétérinaire, ce que vous avez dit? Et si j'avais essayé telle chose? Et si j'avais pas ouvert la porte et mon chat est sorti, s'est fait renverser? Mais je pense qu'on a tout ça, et on a ça avec les humains aussi. Quelque part. Oui, mais avec les humains, l'humain, il a son propre libre arbitre. Le chat et le chien, on en est les maîtres. Enfin, bien sûr, on est les gardiens. Les gardiens, comme vous dites, donc on a plus de responsabilité vis-à-vis d'un animal que vis-à-vis d'un humain, parce que l'humain, il fait ce qu'il veut, à part un enfant ou un vieillard grabataire avec un Alzheimer qui a pu sa tête. Sinon, c'est très difficile de prendre le pas sur un humain. Oui, ce que je pense, c'est que l'animal, puisqu'il est dans des conditions pas naturelles, il habite avec nous. Donc du coup, c'est pas un animal dans la vie sauvage où il serait mort tout seul quelque part, où il va se retirer du groupe et il va aller mourir tout seul quelque part. Il va accepter la mort. Et en plus, ils vont pas avoir les maladies comme ils ont ici. Parce que les animaux dans la nature, ils n'ont pas les maladies qu'ils ont ceux qui habitent avec nous. Ils n'ont pas ces maladies-là. Donc à partir de ce moment-là où il n'y a plus rien de naturel, et ils sont avec nous, et ils ont le type de maladie développée par notre civilisation, je pense que c'est notre rôle, justement, la raison pour laquelle j'utilise le mot gardien, parce que gardien, ça veut dire on les garde, on les protège et on assure leur bien-être le mieux qu'on peut. Donc à l'intérieur de ça, c'est nous qui prenons ces décisions-là le mieux qu'on peut. C'est là où, évidemment, quelqu'un va faire appel à un communicateur pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y a beaucoup de communicateurs qui font des erreurs. Des deux côtés, où ils disent il ne faut pas euthanasier quand il faut, ou ils disent il faut euthanasier quand il ne faut pas. Donc, à cause de ça, moi, ce que j'explique tout le temps aux gens, je leur dis, c'est vous qui savez dedans. Vous savez dans votre cœur, parce que c'est vous qui avez le lien d'amour avec votre animal. Oui, c'est clair, on le sait. Et on sait. On attend le dernier moment, mais quand ça ne peut plus durer, on sait. On fait ce qu'il faut. Et quand nous partirons, nous, viendront-ils nous chercher? Oui, oui. Alors, quand nous partons de l'autre côté, d'après ce que j'ai appris avec les êtres de lumière, effectivement, tous les animaux qu'on a aimés, donc c'est pas l'animal qu'on a croisé ou qu'on a peut-être un petit peu aidé, c'est vraiment les animaux avec qui on a eu un grand lien d'amour, on les retrouve de l'autre côté. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, alors ça aide énormément pour savoir que oui, ça fait une meute. Pour moi, en tout cas, oui. Et en plus, ça aide pour le départ, le nôtre. On se dit, chic, je vais les retrouver. C'est déjà ça. Oui, mais ça en fait beaucoup quand même. Oui. Bon, espérons qu'il n'y a pas de jalousie là-haut. Non. Vous dites dans votre pense que les petits rituels et les enterrements ne sont pas nécessaires pour l'animal lui-même. Son esprit sait s'envoler, on fait surtout des rituels pour nous-mêmes. Oui, je pense que c'est vraiment pour les gens. Alors, moi, je suis toujours pour la prière, parce que tout ce qui va être prière envers un être décédé, que ce soit un humain ou un animal, ça va aider cette âme.
de toute façon, toute prière est bonne et ils nous entendent. Quand on envoie des pensées d'amour et des pensées en général, les esprits des décédés, ils nous entendent parce qu'ils ne sont pas si loin que ça. Mais les rituels en soi, ça dépend des cultures. Ça dépend vraiment des cultures. Donc je pense que c'est important pour l'être humain surtout. En tout cas, c'est une opinion. Là, il y a l'histoire de la petite Maya qui a été enterrée à un endroit et après on poussait une fleur qui était l'amarante. Ah oui, c'est une très belle histoire. Ah oui, c'est une belle histoire. Ah oui, ça c'est franchement... Mais les gens me racontent des histoires mais magnifiques. Magnifiques. Et puis il y a des choses qui se passent, c'est des signes de l'autre côté qui sont vraiment dans l'impossible. Parce que il y a l'amarante et puis il y avait aussi une autre histoire avec cette autre femme, elle est là-dedans, cette histoire aussi, où c'est une fleur qui a poussé, qui ne pousse pas du tout dans cette région. Mais même Jacinthe, c'était celle qui s'appelle Jacinthe. Ouais. Mais même l'amarante, c'est un ami qui voit pousser cette fleur et qui lui dit c'est marrant, c'est une âme arante, comme une amérante. Donc c'est un jeu de mots aussi, c'est une belle histoire. Donc ils peuvent nous donner des... Ah oui. Alors, sur les accidents, les morts soudaines inattendues, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment on peut régler à ça sur les morts soudaines? Oui, la vérité c'est que, bon, on peut rien faire en vérité parce que c'est fait. Je pense qu'il faut toujours se dire que c'est le choix de l'âme, c'est pas un hasard. Il y a rien qui est un hasard. Donc je pense qu'il faut se dire que si un animal part par accident, c'est parce que son âme a décidé de partir rapidement, de sortir du corps très rapidement. Ça, vous l'expliquez, en cas de mort soudaine, vous expliquez l'histoire de la biche. Oui. Avec les chiens. Oui, je me rappelle très bien de cette histoire. Oh, quelle horreur. C'est une horreur, oui. Oh, je me rappelle de cette femme, oh là là. Donc c'est une femme qui va se promener dans un bois avec ses 2 chiens ou 3 chiens, je ne sais pas. Ah oui, ça m'avait marqué, mais quelle horreur. Et ces chiens tuent une biche. Oui. Ouais. Ah, je me rappelle encore. Ça, rien que d'y penser, ça me donne l'émotion. C'est des histoires tristes. Oui. Et ça, c'est une femme qui travaille avec des chiens. C'est son travail. Hein. Donc il y a clairement quelque chose de leçon aussi pour elle, d'apprentissage. Oui, puis la biche n'était pas morte. C'est horrible. Bon, c'est une histoire triste. Oui. Mais vous connectez la biche, vous vivez jusqu'au dernier moment, ces derniers. Oui. Et donc elle s'est pas extraite de son corps très rapidement, comme vous le dites à d'autres parties. Oui. C'est-à-dire que d'après ce que j'ai compris, la plupart des fois, dans presque tous les cas, en tout cas tous ceux que j'ai en soins, j'ai remarqué parce que je travaille avec ceux d'en haut et ils viennent les chercher. Ils meurent et c'est les êtres de là-haut, des animaux qui viennent les chercher. Nous, on n'a pas besoin d'interférer, nous, en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que notre rôle, nous, on n'a pas besoin d'être passeurs d'âme ni rien de tout ça. Parce qu'ils ont leur propre guide qui viennent les chercher. Par contre, il y a certains cas, très rares, mais les cas de grandes tragédies comme ça, où ça prend un petit peu plus de temps pour que l'animal puisse taransumar, comme ils disent, parce que je parle avec eux en espagnol, passer de l'autre côté. Mais les animaux, ils ont leur propre guide et leurs propres êtres qui viennent les chercher. Donc il n'y a pas de passeur d'âme pour eux. Et en général, ça se passe très très vite. Et oui, ça va vite. Et vous expliquez l'histoire du renard. Vous dites que souvent, les renards, quand ils prennent une proie, ils la secouent dans leur gueule pour chasser l'esprit. Et je pense que, enfin, est-ce que c'est vraiment pour ça? J'en sais rien, mais moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Les chiens aussi fait ça. Oui, les chiens aussi, parce que la chienne de ma voisine, quand elle a manqué de tuer la chatte, Sadva, qui est le début de l'histoire du livre Voyage initiatique, c'est ce qu'elle faisait, elle la secouait. Et moi, j'essayais de l'arrêter de la secouer et de la sortir de sa bouche. Mais moi, je pense qu'en faisant ça, l'esprit sort du corps. Pas par le secouage, mais c'est tellement violent que l'esprit sort du corps. Deuxième partie de cette émission avec Leïla Del Monte, nous parlons des animaux, leur chemin vers l'autre monde. Donc il semblerait qu'ils partent pour la plupart d'une manière assez rapide. Donc même s'il y a une euthanasie, je veux dire, ça peut se faire rapidement. Oui, les euthanasies, franchement, d'après ce que j'ai vu, donc si le vétérinaire le fait correctement, il faut toujours qu'il donne cette piqûre pour endormir, parce qu'il y en a qui ne le font pas, c'est pour ça que je précise. Oui, ou qui n'attendent pas assez longtemps pour faire les secondes. Ou qui n'attendent pas assez. Et ça, c'est horrible, parce que moi, j'ai vécu dans mes propres cellules, en communication, comment ça se passe pour un animal si la piqûre, elle n'est pas faite. Et c'est absolument horrible.
C'est horrible. Ou si on n'attend pas assez longtemps. Ou si on n'attend pas assez longtemps. Donc il faut vraiment que l'animal soit bien endormi avant. Et effectivement, il y a des animaux qui résistent cette première piqûre d'endormissement. Donc ça vient de m'arriver il y a 2 jours avec un chien qui était complètement prêt, complètement prêt pour partir. Et la pauvre dame, elle me dit, il a résisté, on n'arrivait pas à faire il s'est pas endormi avec une dose de cheval. Et je lui ai dit, bah oui, parce que c'était un husky. Ça vient juste d'arriver, c'était samedi, on est lundi. Et je lui ai dit, bah oui, c'est parce qu'il ne voulait pas partir pour vous. Lui, il était, ça y est, les tumeurs avaient paru partout. Et il ne mangeait plus, enfin, c'était fini, c'était la fin. Et donc, il fallait qu'elle fasse cette euthanasie, c'était un geste de compassion, sinon il serait parti avec beaucoup de souffrance. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle n'était pas complètement prête. Donc, c'est pour ça qu'il a résisté cet endormissement. Mais si l'endormissement, quand tout est prêt et si l'endormissement est bien fait, l'euthanasie se fait rapidement et l'esprit peut se dégager du corps rapidement en harmonie. Mmh. Oui, donc l'euthanasie, ça dépend un peu de celui qui fait la piqûre. Oui, il faut faire une mauvaise expérience aussi. Oui, on a tous eu des mauvaises expériences et je pense que c'est très important de le faire à la maison. Moi, franchement, c'est ce que je recommande. Je sais qu'en France, c'est pas partout qu'on peut avoir le vétérinaire. Les vétérinaires sont comme les médecins, ils se déplacent de moins en moins. Voilà. Bon, après on a du chagrin. Qu'est-ce qu'on en fait de ce chagrin? C'est un chapitre de votre livre. Après, le chagrin, il est là. Et est-ce que l'animal ressent le chagrin? Oui, il le ressent. Il le ressent, mais il est dans une autre réalité quand même. Donc, c'est pas pareil que s'il est à côté de nous, proche de nous, dans notre vie et interconnecté de cette façon physique, avec cette physicalité avec nous. Donc, c'est un peu pareil que, par exemple, moi, je suis connectée à mon fils. Mais là, il est à Los Angeles et moi, je suis en France. Donc, lui, il est là-bas et il vit ses propres expériences. Donc, oui, on est connectés, mais il n'y a pas cette physicalité comme s'il était en train de vivre avec moi à la maison. Oui. Et il vit toutes mes émotions. Il ne vit pas toutes mes émotions maintenant. Donc, c'est un peu pareil. Ils ne sont pas loin, ils nous ressentent, mais ils sont dans une autre réalité. Et comme c'est une autre réalité et qu'il y a beaucoup d'amour et de lumière, c'est pas pareil. Il y a plus de détachement. Donc, la difficulté, elle est pour nous. Elle est pour nous, c'est très, très difficile. Et vous savez, la vérité, c'est franchement, les gens, ils pleurent plus pour leur animal que pour des humains. Oui, je veux bien le croire. Je m'en suis rendu compte pour mon chat. C'est pas que j'ai pas pleuré pour des humains, mais que c'était beaucoup plus... la relation que j'avais avec cet animal était plus forte. Mais oui, parce que c'est cet inconditionnel qui remplit tout. Qui remplit tout. Oui, c'est un amour inconditionnel. Oui, c'est un amour extraordinaire et les gens, ils sont défaits. Et c'est pour ça que je fais les connexions d'où ce livre. Mais parce que j'aime pas tellement faire des connexions. C'est pas quelque chose qui m'enchante. Parce que les gens sont en détresse, ils pleurent. C'est très très difficile. J'ai vraiment du mal. Et il faut que j'entende des messages. Je me dis toujours, si jamais j'entends rien, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je me considère pas une médium, une vraie. Mais ça les aide tellement, les personnes, parce qu'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 messages, et des vrais, enfin des choses validables. Ça les aide et ils n'arrivent pas à gérer ce départ. Et puis aussi, par le fait que j'ai eu tellement d'expérience avec l'au-delà, d'amour extraordinaire et d'extase et tout ça, rien que le fait de m'entendre, et parce que moi je l'ai vécu dans ma peau, l'amour de l'au-delà, ça les aide un petit peu. C'est-à-dire, même s'ils n'y croient pas, quelque part, ça se transmet quelque part. Je ne sais pas comment, mais... Ça donne de l'espoir. Peut-être, oui. Alors, les vies courtes, pourquoi les animaux apparaissent-ils dans notre vie? Moi, j'ai une histoire à raconter d'une petite chienne, il y a longtemps, un gypsy qui était la 7e d'une portée dont la maman ne voulait pas s'occuper, et forcément, j'ai pris celle-là, moi. Et à 1 an, elle a développé une leucémie, elle est morte. C'est la première chienne que j'ai fait euthanasier. Et franchement, j'ai mis des années à comprendre. C'est que très très longtemps après que je peux raconter cette histoire en disant que cette chienne, elle n'aurait jamais dû vivre. Parce que la mère ne s'en était pas occupée parce qu'elle avait un problème. Et que cette année de vie qu'elle a eue avec nous, finalement, c'était un cadeau, quoi. Mais ça, il m'a fallu des années pour arriver à le comprendre. Et je me suis jurée de toujours avoir des chiens dont je donnerais des noms d'étoiles pour pouvoir les voir dans le ciel plus tard. Ah, c'est beau, voilà, ça. Donc... c'est un de vos chapitres. Oui, c'est un de mes chapitres. Parce les vies courtes, pourquoi les animaux apparaissent-ils dans notre vie? Ou pourquoi prend-on les animaux comme cette petite gypsy, cette bohémienne qui finalement était une étoile filante? Oui, tout à fait.
Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce chapitre, c'est parce que j'ai moi-même vécu ça avec mon siamois Chulo à 6 mois. Et ça a été une des plus dures expériences de ma vie, donc je sais ce que c'est. Et après, j'ai été mise face à beaucoup de personnes qui ont vécu ça, d'où ce chapitre. Alors, encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité sur rien, mais ce que j'ai quand même observé, que quand c'est des vies courtes, c'est entre 6 mois à 3 ans, à peu près, et de temps. Et presque toujours, c'est des animaux très très différents. Et ils ne sont pas différents parce qu'une fois qu'ils sont morts, on dit « Ah, il est exceptionnel », comme ça arrive souvent. Après, une fois qu'un animal ou un être humain est mort, on dit toujours qu'ils sont exceptionnels. Mais c'est vraiment que les personnes, enfin c'était mon cas, et c'est toutes les personnes avec qui j'ai parlé et qui ont eu des cas comme ça, ils sont tous en mesure de dire « Vraiment, cet animal-là, c'était autre chose ». C'était ma lumière. Ils ont toujours les mêmes expressions. C'était mon ange, c'était ma lumière, c'était mon étoile, c'était autre chose, il y avait un lien autre. Et donc ça va faire le sujet d'un autre livre d'ailleurs. Un jour, il n'est pas encore complètement prêt, mais ça va faire le sujet d'un autre livre. Parce que c'est quand même quelque chose de très très particulier, ces vies courtes. Ces vies courtes-là. Après, il y a d'autres vies courtes qui sont juste des vies courtes. Qu'il n'y a pas ça. Donc il y a des vies courtes, que ce soit un accident ou une maladie, de toute façon c'est la même chose. Et moi je pense que quand il y a d'autres vies courtes qui ne sont pas, par exemple peut-être ça, c'est parce que l'animal il vient parce qu'il doit réexpérimenter une vie sur Terre un certain temps, ou il doit réexpérimenter avec un être humain, il doit finir quelque chose, peut-être qu'il n'a pas fini dans une autre vie, et il vient, et c'est pour ça que c'est court, pour finir. Des fois, c'est ça. Et ça aurait pu être beaucoup plus court en ce qui concernait Gypsy, mais bon, le fait que j'ai pris ce que la maman voulait pas allaiter, c'était que déjà, elle était condamnée. C'est-à-dire que la mère savait qu'elle était condamnée. Oui. Mais quand on interfère dans une vie comme ça, c'est pas un hasard, en fait. On interfère quelque part. Ben, si j'interfère, non, mais j'ai dit, ok, je la prends quand même. Mais, oui. Voilà. Donc, ça serait morte si vous l'aviez pas prise. Elle avait été élevée au biberon par la propriétaire. Ah oui, par l'éleveuse. Voilà. Oui. Moi, j'ai eu une chienne après, je lui ai laissé faire ce qu'elle voulait. Et c'est pareil, sur une portée de 7 ou 8, il y en a une qu'elle a laissé mourir dans la journée qui suivait. Oui. Je pense que les animaux savent. Bien sûr, ils savent. Ce que nous, on ne sait pas. Bien sûr. Donc, donc cette culpabilité, on en a parlé tout à l'heure. De toute façon, on est toujours coupable. De toute façon, alors la culpabilité, je peux revenir sur ça? Oui. La culpabilité, alors moi ce que j'ai appris avec mes êtres de lumière, parce que j'ai aussi vécu la culpabilité, ils m'ont dit, maintenant de toute façon elle te sert à rien. Ça te sert à rien parce que tu ne peux pas retourner en arrière. Donc ça sert à rien, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé. Et le plus grand cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'aller bien. Ça c'est la phrase des médecins du ciel. Cette phrase, elle est très très puissante. Le plus grand cadeau que tu puisses leur faire, c'est d'aller bien. Et donc, je leur dis, les personnes qui sont là avec ces culpabilités, je leur dis, je sais parce que je l'ai vécu aussi, donc je sais très bien. Il faut essayer d'empêcher son esprit de retourner tout le temps dans ce passé de si j'avais fait ceci, ou si j'avais fait cela, ou si j'avais pas fait ceci, si j'avais pas fait cela. Il faut s'arrêter. Il faut s'empêcher parce que ça nous fait rentrer dans de la détresse et ça va pas ramener l'animal. Et tout ce que ça nous fait, c'est que ça nous rend malade, ça sert à rien. Et il faut essayer de se dire, je vais aller bien pour lui. C'est ça qu'ils veulent pour nous. Alors, il y a peut-être des culpabilités qui sont plus ou moins véritables quand on abandonne un animal, par exemple. Oui, puis même des fois c'est pas un abandon, mais des fois, j'ai quand même expérimenté quand même beaucoup de gens qui doivent prendre des décisions qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement. Et moi, je me rappelle, il y avait une dame, je sais plus où elle était, à Texas ou je sais plus où, et elle, son chien était paralysé. Était âgée, était paralysée, et elle était elle-même malade, et elle ne pouvait pas soulever ce chien. Elle ne pouvait pas le faire. Elle était malade, elle vivait dans une caravane, enfin, même si elle n'avait pas un sou, et elle ne pouvait pas. Il y a des situations comme ça. Et personne n'allait prendre ce chien. Donc, il y a des situations où les gens sont en face à de certaines décisions qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les animaux souffrent autant que nous du départ de leurs amis. Oui, le deuil des animaux, bien sûr. Ah oui, complètement. Alors les gens sont, ça c'est une chose qui me surprend, franchement ça me surprend, c'est que les gens sont toujours étonnés que leurs autres animaux sont tristes quand il y a un départ. Mais, alors franchement c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que c'est évident.
Est-ce qu'ils se rendent compte, les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont conscience de la mort? Mais bien sûr, les animaux qui sont avec les animaux qui partent, alors s'ils sont proches, s'ils ne sont pas proches, ils comprennent que l'animal est mort, ils vont peut-être pas être en deuil, mais quand ils sont très proches, ils passent un deuil énorme. Ils souffrent énormément du départ, pareil que nous. Hein. Surtout s'ils ne le voient pas. Ah oui. Des fois, ils savent. Des fois, ils savent que l'animal est parti. Mais si l'animal a été enlevé pour une euthanasie, des fois, ils ne savent pas. Oui, mais c'est-à-dire que souvent, même avec des chevaux, ils laissent les autres chevaux voir oui, je crois que c'est important. L'animal mort. Et souvent, il y a des choses incroyables avec des chevaux. Enfin, là, récemment, il y avait une histoire incroyable aussi, où tous les chevaux sont venus, une amie à moi, la présidente de l'association des chevaux, là, Peace for Horses, son cheval, ils ont dû l'euthanasier, et tous les autres chevaux sont venus et l'entourer. C'est incroyable, ils savaient. Avant l'euthanasie, ils sont venus l'entourer. Donc ils le savaient avant. Ils savaient avant. Alors de l'autre côté, il y a non un miroir, mais il y a un endroit que l'on appelle le pont de l'arc-en-ciel. Oui, oui. Alors j'ai repris un terme américain, de Rainbow Bridge, parce que c'est tellement joli. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose d'arc-en-ciel? J'en sais rien. Mais c'est le terme qu'on utilise, en tout cas aux États-Unis, parce que c'est tellement beau et pour parler des dimensions de l'autre côté. Alors, les dimensions auxquelles moi j'ai accès à voir, parce que j'ai pas accès à tout, en tout cas pas pour l'instant, peut-être que si j'évolue un petit peu plus, je verrai mieux, mais pour l'instant, moi j'ai accès à plus ou moins, ça dépend des fois, à voir le premier lieu où ils vont tout de suite après le départ. Et que donc ça ressemble beaucoup plus à la Terre, mais ça serait quelque chose multiplié par 1000 fois en beauté, en vibration, en sensation, en lumière. Oui, c'est un corps éthérique de la Terre, c'est la Terre en mieux. Quoi. Oui, donc j'ai accès à voir ça. Ouais. Je sais qu'après, donc on s'occupe d'eux, il y a comme des espèces de cliniques avec des êtres qui s'occupent d'eux. Comme pour nous d'ailleurs. Comme pour nous. Et après ça, ils réintègrent la fréquence qui leur correspond, comme pour les humains. Bon, bah c'est bien. Alors, puisqu'on parle de ça, les Égyptiens pensaient que on avait un bas et un ka. Oui. C'était représenté par un oiseau. Les oiseaux sont assez présents aussi. Oui, oui. Dans le livre, j'en parle beaucoup, oui, parce que c'est comme l'image de l'âme ou de l'esprit, pour moi. Donc j'en parle, c'est un peu dans tous les livres, bon, sauf le livre Chevaux et tout, mais aussi dans le premier livre Communiquer avec les animaux, il y a beaucoup d'histoires d'oiseaux. De l'hirondelle surtout. Oui, oui, oui. Et ça j'ai raconté là-dedans, je ne sais plus si elle y a cette histoire avec ma chienne. Ah, je sais plus. Avec la tourterelle, peut-être pas. Non, mais vous pouvez nous raconter. Oui, parce que ma chienne est venue me voir un jour et très insistante, donc je suis sortie avec elle dans le jardin et il y avait une tourterelle qui était toute blessée. Et donc je l'ai prise, je l'ai mise dans une petite boîte, j'ai essayé de la soigner, j'ai commencé à faire les appels à Los Angeles, au centre où ils s'occupent des animaux sauvages, sans résultat. Et puis ça a commencé à être la tombée de la nuit. Et ma chienne, elle est venue, mais elle m'a carrément insisté pour sortir. Elle est venue, elle me regardait avec des grands yeux. Et alors, elle n'arrêtait pas de faire des va-et-vient comme ça, pour que je la suive. Donc, je l'ai suivie. Et elle était droit à la tourterelle. Elle a baissé la tête pour me montrer que la tourterelle était morte. Et elle n'a pas essayé. Même quand elle était accidentée, elle n'a pas essayé de lui faire mal. Et puis alors, un oiseau qui meurt, c'est toute une histoire. Il tord son cou vers le ciel. C'est une horreur. Oui. C'est très difficile. Oui, moi, j'ai un mal fou. Elle était morte déjà quand je l'ai vue. Ouais. Donc ça a aidé. Non, mais de soigner les oiseaux, c'est très difficile. Très, très difficile. Bon. C'est très perturbant. Alors, est-ce que les oiseaux, bah, les oiseaux sont des animaux, est-ce que les animaux se retrouvent là-bas? C'est-à-dire que des animaux qui ont vécu ensemble, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans l'au-delà? Moi, je pense que oui. Je suis persuadée, d'après mes expériences, que nous, on retrouve les animaux et que eux, entre eux, les animaux qui s'aiment, ils se retrouvent parce que ça forme comme des espèces de clans. Dont je parle d'ailleurs dans ce livre. J'emploie le mot clan. Ça pourrait être le mot tribu, mais il y a des groupes d'animaux aussi, comme les humains. Il y a des groupes d'humains qui se retrouvent sur Terre dans différentes vies. Et de la même façon, il y a des groupes d'animaux qui se retrouvent. Absolument. Et vous racontez des histoires, il y a plein d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires dans ce livre, oui.
Donc le message du clan la rassura. Britney était émerveillée, c'est une histoire dans votre livre. Elle se sentait entourée, protégée, aimée. Elle me dit qu'elle avait déjà eu des contacts avec eux en rêve et qu'elle avait senti leur présence sans voir de forme. Par ses rêves, il lui avait livré le message suivant: ouvre ton cœur. Oui. Oui, alors justement, je parlais un peu des rêves, parce que ça, franchement, il y a énormément de personnes qui, après le départ d'un animal, ils font des rêves de l'animal dans un endroit magnifique et extraordinaire. Et justement, dans ce livre, je parle de mon fils, qui a eu cette expérience avec Chispa, avec la chatte, qu'elle était très très proche de lui. Elle était surtout proche de mon fils dans la famille, elle dormait sur son lit, etc. Et elle est décédée toute seule dans le jardin. Moi, j'étais en Europe à l'époque. Et j'étais séparée du père de mes enfants, donc j'étais pas dans cette maison-là. Et apparemment, c'est mon fils qui l'a retrouvée décédée 2 jours après. Et donc lui, il a vécu une culpabilité énorme, énorme. Donc il m'a appelé, tout ça, parce qu'il il a pas retrouvé son corps avant et il savait pas où elle était. Et elle était juste dans le jardin à côté. Et donc culpabilité horrible, il pleurait, enfin c'était horrible, j'ai fait des connexions. Et après, il a eu un rêve où elle est venue le voir et elle lui a parlé et elle lui a montré comment elle allait tellement bien et elle était toute lumineuse et elle était débordante d'amour et il a dit j'étais tellement remplie de son amour que ça lui a guéri cette culpabilité. Une très belle histoire. Moi j'ai pas rêvé d'elle, c'est pas juste. Eh ben non, mais justement des fois on rêve pas d'eux ou Non, d'elle. des fois on rêve pas. Pendant des années et puis un jour ils reviennent. Moi je me rappelle, j'ai perdu une chienne en 91 et j'ai dû faire un rêve il y a 2-3 ans, donc c'est pas vieux, où je promenais ma chienne dans un caddie de supermarché. Cette chienne qui était morte en 91, et j'ai pas compris pourquoi elle revenait des années après. Pour moi, c'était plus symbolique. Oui, oui. Mais c'était elle, hein, c'était pas, oui, tout à fait. C'était pas le chien que j'ai eu après. Oui. Donc c'était étonnant. Oui, mais oui, c'est vrai, on peut rêver des fois des années après. Mais des fois, je pense que c'est ou pour indiquer qu'ils sont encore présents, que leur conscience est là, ou parce que nous, on arrive à ouvrir notre accès, notre porte, avoir accès à eux, ou pour indiquer une réincarnation. C'est dur à savoir exactement qu'est-ce que c'est. Mais moi aussi, j'ai rêvé de Chispa, la chatte qui était la chatte de mon fils. J'ai rêvé d'elle il n'y a pas tellement longtemps, il y a 1 mois en arrière. Et donc ça, c'est je ne sais pas combien d'années plus tard, c'est peut-être 13 ans plus tard. Oui, c'est difficile. On n'a pas toujours des rêves. Alors, il n'y a pas toujours des rêves, des fois il y a des signes. Donc, alors, le rêve, c'est parce que dans le rêve, la personne, son mental s'arrête de travailler. Et donc, le rêve permet, parce que les êtres de lumière, ils m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit, c'est très difficile pour nous de rentrer dans cette dimension qui est la vôtre, parce qu'eux, ils doivent modifier, au niveau de l'espace et au niveau de l'énergie, ils doivent modifier des choses pour pouvoir rentrer dans cet espace. L'astral, c'est l'astral le rêve. Oui, mais pour que eux puissent venir nous donner, eux ils sont dans d'autres dimensions, donc pour que eux puissent venir nous donner des messages, ils doivent faire des modifications et ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de faire ces modifications vis-à-vis de notre espace, de notre dimension, l'énergie de notre dimension et accéder à nous. Ils ont dit donc déjà pour nous ça nous demande beaucoup de force et d'énergie et deuxièmement vous n'êtes pas du tout le temps disponible puisque vous êtes toujours dans cette espèce de brouhaha avec vos pensées et tout. Et ils m'ont expliqué que le rêve, c'est beaucoup plus facile, donc pas parce que ça serait l'astral, mais parce que notre mental, il est éteint. Donc comme ça, ils peuvent se glisser dans le rêve et transmettre le message. Alors pourquoi ils n'en profitent pas? Parce que pas tous viennent donner... C'est-à-dire que d'après ce que j'ai vu, les messages, c'est surtout quand il y a quelque chose qui n'est pas fini. Quand l'animal est décédé donc de façon tragique, ou on n'a pas pu dire au revoir, ou la personne ne fait pas son deuil, ou quelque chose qui n'est pas fini, c'est là où ils viennent donner le message, comme dans le cas de mon fils. Mais quand c'est fini en harmonie, on a accompagné l'animal, on a fait l'euthanasie, ils se libèrent rapidement et ils passent à autre chose, à une autre dimension. Ils ont moins besoin de donner ce message. Donc à maintes reprises, vous avez perçu la forme physique bien précise d'un animal décédé, vous avez entendu des choses que vous n'aviez aucun moyen de savoir. Toutes ces expériences sont des preuves pour vous que la conscience continue. Oui. Donc vous les voyez apparaître comment? Ah oui, c'est hallucinant. Ah ben, je me rappelle, puisqu'on est à Paris, je parlais d'une à Paris où j'ai accompagné ma maman chez un médecin. Et donc je suis dans la salle d'attente et je vois un chat gris sur le sofa. Alors je fais, hein? Ça c'est ma réaction. What?
c'est bizarre, parce qu'il n'était pas là tout à l'heure, avant. Et puis je vois bien que c'est pas un chat physique, parce que c'est pas pareil, ça se présente pas de la même façon. Il est un peu plus transparent. Voilà, c'est un peu plus éthéré, plus transparent. Et donc j'arrête pas de le regarder, il montait, il descendait du sofa, il était présent et tout. Et donc après la consultation, je lui dis ou je lui dis pas, je lui dis ou je lui dis pas, j'osais pas. Puis je sais qu'on est dans un pays cartésien, je la connais même pas cette femme, elle est médecin. Je me dis non mais ça va pas, elle va te prendre pour une folle, c'est la médecin de ma maman, ça va pas bien se passer. Puis je pouvais pas me retenir. Normalement je me retiens beaucoup, beaucoup de fois je dis rien. Et il avait un message à passer. Oui, il avait un message. Je lui dis vous avez un chat, vous avez eu des chats? Elle me dit oui. Et je dis vous avez eu un chat gris? Elle me dit oui. Et je dis il est décédé récemment? Elle me dit oui. Je dis il est dans votre salon. Oh, elle m'a regardée. Alors justement, ça permet de se dire que finalement, ils ne se libèrent pas si vite que ça. Si, eux, ils sont libérés, mais c'est parce qu'ils viennent donner quelque chose. Ils viennent se montrer. Parce que moi, je me souviens que Kali, donc ma chatte qui est restée en vie, elle voit Pacha, elle le voit. Elle le voit moins, mais elle le voit encore. Oui, ils viennent se montrer, c'est tout. Comme s'il était encore, il n'était pas vraiment parti. Si, ils sont partis. Ils sont dans d'autres dimensions. Ils partent. Ils ne sont pas retenus comme nous. Il y a beaucoup d'humains qui sont retenus sur une certaine dimension de base astrale, et c'est pas pareil avec les animaux, d'après ce que je sais. Mais ils viennent, c'est les petits coucous. J'appelle ça les petits coucous. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est le fait que j'étais moi là et que j'avais la possibilité de voir? Est-ce que je vois l'image d'une conscience qui était là avant? C'est dur à savoir vraiment. Est-ce que c'est le chat qui avait envie de passer un message? Est-ce que c'est possible? Oui, ils sont malins. C'est dur à savoir, tout ça. Alors, les chats, donc, de leur vivant, voient les fantômes, on peut dire. Moi je pense, oui. Ils voient les esprits, oui. Ils voient les esprits, oui. Et... Mais tous les animaux voient, je pense. Plus ou moins. Mais les chats, on le remarque plus. Oui. On le remarque beaucoup, parce qu'ils sont là en train de fixer. Oui. Oui. Le chien, il est plus pépère. Oui, c'est vrai, c'est pas tout à fait pareil. Il voit les voleurs, mais il ne voit pas les fantômes. Oui. Alors, vous avez un chapitre, quand on sent leur présence, les signes, notre amour est là pour vous toujours. Donc, il y a des signes, on en a incroyable. tous reçu, on reçoit du courrier avec des timbres poste, mais incroyable. Des photos qui, d'un seul coup, qu'on avait complètement oubliées, qui tombent d'un dossier, c'est le chat qui est là. Ah, mais moi, j'ai des gens qui me racontent des choses incroyables. Mais là, récemment, il y en a une qui m'a dit, l'image sur son ordinateur, elle a ouvert son ordinateur et la photo est apparue, la photo d'un animal, alors que c'était pas qu'elle venait de perdre, que c'était pas la photo de fond. Et cette photo était dans ses dossiers. Enfin, des choses, ou une photo qui tombe, ou un livre qui tombe, ou le nom qui apparaît quelque part. On va quelque part, je me rappelle, ça m'est arrivé avec... c'était un chien que je venais de faire, que je venais soigner, qui venait de décéder. Et je vois son nom, tout d'un coup, je sors... Et je vois son nom sur un immeuble, enfin des choses, mais c'est... Et les gens ont des expériences, mais incroyables. J'en raconte beaucoup là-dedans. Oui. Et j'en ai eu beaucoup d'autres après que je n'ai pas raconté, parce que je ne vais pas faire 30 livres. Mais les gens ont des expériences très très belles. Hein. Il n'y a pas que des chats qui ont des expériences. Il y a l'histoire de Takata, là, ce vieil homme d'une légende japonaise qui était en train de mourir. Oui. Donc il y a un papillon qui va se poser sur une tombe dans un cimetière. C'est ça. Et c'était son histoire d'amour. On dit aussi que l'âme, c'est le papillon qui s'envole. Oui, et j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle est liée à ce grand sage, c'est pas le Otsu, c'est l'autre, qui est là avec le papillon blanc justement, qui représente l'immortalité et tout. Zhuangzi rêva qu'il était papillon, voletant heureux de son sort, en ne sachant pas qu'il était Chuangzi. Il se réveilla soudain et s'aperçut qu'il était Chuangzi. Il ne savait plus s'il était Chuangzi, qui venait de rêver qu'il était papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Chuangzi. J'adore c'est de ça que je parlais, parce que c'est tellement beau, parce que c'est évidemment le papillon représente cette vie courte, cette vie courte, c'est intemporel. Et puis le fait aussi qu'on est un cocon et qu'on va changer en transformation et l'immortalité, ça représente tout ça. Et j'adore cette citation, je la trouve tellement belle. C'est dans le chapitre aussi sur le taoïsme, vous dites, quand ils nous donnent des messages en rêve ou en vision, c'est-à-dire quand ils viennent sous forme de papillons, d'oiseaux, de tout ce qu'on veut, hein, parce qu'il y a tout un tas d'animaux. Oui.
Alors donc, quand ils viennent sous ces formes-là, donc beaucoup des signes pour les personnes, c'est des animaux blancs. Donc j'ai toute une section là-dedans sur les animaux blancs. Donc c'est des gens, ils vont ou rêver, ou ils vont croiser un animal blanc. Par exemple, disons que quelqu'un perd un chat et il va sortir dehors et il va croiser un chat blanc. Donc ça, c'est beaucoup lié à la tradition hawaïenne, les amakua, que c'est des esprits d'animaux qui viennent pour les humains. Et ils sont souvent représentés par des animaux blancs. Donc j'ai toute une partie là-dedans. Et c'est très intéressant puisque dans cette civilisation, ici, enfin en Europe, beaucoup de personnes ont eu ce type d'expérience. Ça correspond à des traditions très belles. Sauf l'hirondelle n'est pas vraiment blanche, hein, mais c'est plutôt l'esprit qui s'envole. Oui. Qui s'envole. Alors souvent les personnes me demandent de parler avec l'esprit de leur animal décédé. Ils veulent que je lui dise « je t'aime, je ne t'oublierai pas ». Mais les animaux, eux, le savent déjà. Je n'ai pas besoin d'être un intermédiaire pour leur dire cela. Oui, tout à fait. Je leur dis tout le temps ça. Je n'ai pas besoin du tout. Il suffit qu'ils le pensent. Il suffit qu'eux, ils pensent « je t'aime, je suis avec toi, je ne t'oublie pas ». Et l'esprit de l'animal le perçoit. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour une femme qui aurait eu toute sa vie des chiens, par exemple des bergers, qui a toujours des bergers, qu'elle aime chacun très très fort, mais le dernier c'est toujours le mieux par rapport aux autres, enfin c'est souvent comme ça. Et est-ce que le fait d'oublier un peu les anciens, ça cause pas des problèmes? Non, pas du tout. Non, c'est une question de passage du temps. Non, c'est des amours différents qui viennent aussi. Il y a les amours extraordinaires, très très fusionnels, qu'en général c'est une dans une vie, maximum 2. Mais après il y a tous les autres types d'amour pour expérimenter, pour vivre et partager. Il y a beaucoup de types d'amour. Une dans une vie, si on l'a déjà. C'est comme les grandes histoires d'amour pour nous. Oui. Alors nous sommes tous connectés à vous, nous sommes immortels. Rabindranath Tagore qui dit la mort n'est pas éteindre la lumière, c'est éteindre la lampe. Car l'aube est venue. Elle est belle cette phrase. Oui, très très belle. Très très belle. Mon père était écrivain. Ouais. Il est décédé maintenant. Et donc il y avait beaucoup de lectures ésotériques très jeunes. J'étais élevée avec Lao Tzu, avec Gurdjieff, Ouspensky. J'étais élevée avec tout ça. Et beaucoup Lao Tzu. J'adore Lao Tzu. Donc je les remets. Et Paramahansa Yogananda, bien sûr. Puisque c'est pour ça que je le cite dans presque tous les livres. J'ai des citations de Paramahansa Yogananda. Alors ce que nous apprenons avec les animaux, c'est tout un chapitre. Ce qu'on apprend avec les animaux, on a un peu évoqué tout à l'heure que quand un animal s'en va, on a presque plus, quelquefois même plus de peine que quand c'est un être humain. Absolument. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment avec un animal c'est cet amour inconditionnel. C'est tout ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est le non-jugement, c'est comment leur présence remplit cet espace de façon extraordinaire. Et c'est pour ça que les personnes, quand ils perdent l'animal, ils parlent tout le temps de ce vide. Bon, c'est pareil avec les humains. Mais le plus dur pour les personnes, c'est le vide, après. Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est cette énergie, ils ont une certaine énergie qui remplit l'espace, qui est différent que des humains. Et on se rend compte que quand on les a perdus, à quel point c'est disséminé dans l'espace dans lequel on vit, c'est incroyable. Oui, puis c'est s'ils dorment avec nous, si on doit c'est tout ça, c'est l'accompagnement. On doit s'occuper de leur nourriture, de vider leur caisse ou de les sortir. Donc c'est tout un rythme de vie qui est cassé aussi. Oui. Et c'est l'accompagnement, et c'est aussi beaucoup pour beaucoup de personnes, c'est ce soutien, c'est cette présence qui est tout le temps là. Alors qu'avec les humains, c'est pas comme ça. La présence, elle n'est pas tout le temps là. Ils sont pas à l'écoute nécessairement. Les animaux ne sont pas toujours là non plus, parce que des fois ils vont se balader. Bien sûr, et puis ils ne sont pas tout le temps à l'écoute, mais il y a quand même beaucoup d'animaux qui sont à l'écoute. Quand même beaucoup. Oui, ils sont beaucoup. Oui. En général, on part en vacances avec eux, ils sont quand même très présents. Alors, un des derniers chapitres, est-ce que les animaux reviennent? Est-ce qu'il y a une réincarnation? Oui, alors j'ai fait exprès de garder ce chapitre très court, parce que j'étais pas trop prête par rapport aux croyances des personnes. Donc évidemment, moi je crois dans la réincarnation, mais je veux surtout pas interférer dans les croyances des gens. Et c'est un petit peu délicat parce que par rapport à la tradition bouddhiste, que j'admire énormément et que j'aime beaucoup, dans ma façon de voir et d'après ce que j'ai appris avec mes êtres de lumière, les animaux ne se réincarnent pas en humains. C'est-à-dire qu'ils se réincarnent en animaux.
Mais j'ai voulu quand même partager quelques expériences. Il y a quelques histoires ici qui vraiment, vraiment montrent des réincarnations. Que c'est pratiquement indéniable. Donc j'ai quand même voulu pouvoir les partager sur la fin du livre. Oui. Donc on peut avoir un chat qu'on a abandonné un jour parce qu'on partait et qu'on ne pouvait pas le prendre et qu'on retrouve quelques années après. C'est possible, oui. Pour se sentir un peu moins coupable. Oui, c'est possible. Pour finir les choses et... Et forcément, ça, il n'aura pas la même couleur. Non, c'est pas obligé du tout. Il n'aura pas les mêmes yeux, mais... Non. Mais des fois, on peut reconnaître l'esprit, des fois non. Ça dépend des gens. Des fois, on peut mettre des années à s'en rendre compte. Oui, oui. Alors, le chapitre, est-ce que nous nous retrouvons après? On en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a de grandes chances qu'on ait une meute. Moi, je suis sûre que oui. Et la nouvelle vie après la mort, donc s'il y a une réincarnation, elle dure plus ou moins longtemps? Oui. Donc ça, c'est dur à déterminer parce que comme cette notion de temps et d'espace, elle est différente, c'est dur à déterminer. Est-ce qu'il y a des réincarnations immédiates? Je pense que sûrement, comme avec les humains. Je pense que c'est très possible qu'en cas d'accident ou de mort rapide, il puisse y avoir des réincarnations immédiates. Et d'autres, beaucoup plus longues. On peut pas, nous, on n'est pas en mesure de pouvoir déterminer ça. On ne peut pas non plus prendre le premier chat qui arrive. Non. En se disant que c'est la réincarnation de son chat ou comme non, il faut vraiment donner du temps. Dans la belle histoire, l'histoire du poisson rouge. Oui, parce que j'ai eu tellement d'expériences avec des personnes qui ils se mettent désespérément à chercher une réincarnation d'un animal. Ils ont décidé que cet animal va se réincarner, ils se mettent à le chercher partout, et donc ils vont à des refuges et à des endroits, des magasins, et ils reprennent à chaque exactement la même robe, par exemple. Oui, ça sert à rien. Et puis c'est le désastre, parce que c'est pas du tout la même personnalité, et ça va pas être le même amour, et donc il y a cette déception, et ensuite l'animal il le sent, et il se sent rejeté, enfin c'est triste, faut pas faire ça, il vaut mieux attendre. Donc Leila Delmonté, je suis très heureuse qu'on se soit retrouvés pour un peu en dire un peu plus sur les animaux, sur leur chemin vers l'autre monde. Une belle couverture où on voit dessus un chien, un chat, des chevaux. Vous voyez, je les avais pas vus sur le moment, mais là ils m'apparaissent. Mais ils sont en double fond, donc il faut les chercher. Et une colombe, la colombe blanche. La couverture va être changée. Celui-là, il est de 2016. Hein. Ah oui, ça va changer. Là, bientôt, pour la prochaine édition, ça va être changé. Et alors donc, maintenant, vous êtes parti sur un autre livre qui sera toujours sur les animaux. Oui. De toute façon, tous les livres sont sur les animaux. Là, il y a plusieurs projets. Il y a un nouveau projet, je le dis ou pas? Ben, c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas le dire, vous ne le dites pas. Non, il ne pas dire. Il ne faut pas me dire les projets parce qu'après, ça... J'aime pas les dire à l'avance. Non, il ne faut pas. Non. Mais enfin, vous êtes en train de travailler sur un prochain livre. Oui. Donc c'est très bien. J'ai 2 projets en même temps, en fait. Différents? Oui. Et donc toujours des séminaires, des conférences? Oui, toujours, bien sûr, oui. Oui. Là, vous faites une conférence bientôt à Paris? Là, j'ai un séminaire bientôt à Paris, ce week-end. Je crois que c'est complet. Et il va y avoir quelque chose de très intéressant en septembre. Il va y avoir une table ronde avec des politiciens, enfin des personnes qui ont fait des lois pour les animaux. Là, ça va être très intéressant à Nancy. Et vous y serez? Oui. Je suis vraiment très contente. Les animaux, leur chemin vers l'autre monde, c'est publié chez Vega. Ça sera le même éditeur le prochain? Oui, c'est toujours Vega. C'est toujours Vega Très Daniel. Leila Delmonté. Une citation pour terminer l'émission? Une citation de moi. De vous, de qui vous voulez. De qui je veux. Alors les citations de qui je veux, elles sont toutes là-dedans. Mais de moi, je pense que il faut vraiment, il faut chérir et il faut protéger nos animaux, les nôtres déjà. Et il faut savoir qu'ils ne sont pas là pour toujours. Et il faut savoir que chaque moment est exceptionnel et magique. Et il faut vraiment profiter de ces moments magiques parce que je pense que tous on regrette des moments où on n'a pas profité. Et après, il faut chérir et il faut protéger toute la race animale en général. Tous les animaux qui souffrent et qui sont en voie d'extinction. Et il faut faire tout notre possible, chacun à son échelle, pour les aider. Ce sera le mot de la fin. C'est un beau mot, c'est une belle fin. Merci beaucoup Leila Delmonté. Merci Joëlle. Merci à vous.